6h47, Thomas Soto. C'est donc l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui va nous emmener en Inde et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Commençons avec la une de l'Opinion. Assez surprenante ce matin, la une de l'Opinion. Les nouveaux défis d'Elon Musk, le magicien. Adulé ou détesté, le patron de Tesla et de SpaceX, 45 ans, vendeur de rêves, de fusées, de batteries et de voitures, créera encore l'événement cette année. Pour lui, Mars is the limit. La limite, c'est Mars. Mais jusqu'où faut-il le croire, s'interroge l'Opinion. Autre type de patron, non moins admirable, c'est Éric Belle-Île. Et là, vous vous dites, mais c'est qui Éric Belle-Île? Qui le connaît ici? Oui, moi je sais. Oui, parce que vous avez lu le Parisien ce matin. Donc c'est l'homme que vous trouverez en photo en une d'aujourd'hui en France, le Parisien, sous ce titre. Il offre son entreprise à ses salariés. Petit patron et grand monsieur, écrit le quotidien, pour décrire le fondateur il y a près de 30 ans de la Générale de Bureautique. C'est une société leader du marché dans sa région, en Bretagne, qu'il aurait pu vendre à très bon prix à un investisseur. Mais pour sauver les emplois de ses salariés, eh bien, il a préféré la leur céder, cette entreprise. Une belle histoire qui inspire le dessinateur Rançon. Il fait dire à François Hollande: j'ai décidé de laisser la boîte à mes employés. Réponse de Manuel Valls face à lui: c'est noble, c'est généreux, je n'aurais jamais osé te le suggérer. En poursuivant avec les Échos qui titrent les startups françaises à l'heure du rêve américain, vous vous direz que la presse ce matin est vraiment très business friendly, comme on dit. En fait, c'est l'Humanité qui nous remet brutalement les pieds sur terre en titrant sur la halle André, la grande braderie d'un géant de l'habillement. Le groupe Vivarté, aux mains de fonds d'investissement agressifs depuis 2014, pratique une vente à la découpe méthodique, dénonce l'UMA. Sinon, c'est un sous-marin qui fait la une du Figaro. Le Figaro qui titre Défense, les urgences de l'après-présidentielle. Libération cuisine sur 7 pages quand même. L'outsider qui monte, autrement dit Benoît Hamon. La Croix s'interroge de son côté suite à la publication d'un rapport qui préconise de bouleverser la fiscalité des successions. Faut-il réformer l'héritage, titre La Croix? Eh bien la réponse, c'est Axel de Tarlet qui nous la donnera tout à l'heure dans son Zoom Éco. Ce sera à 8h10. Et puis, sans transition ou presque, il y a ce papier surprenant dans 20 minutes. C'est titré Coco, il reste qui au frigo? 2016 restera comme l'année du décès de plein de monde, nous rappelle le Gratuit. Une hécatombe éprouvante pour les journalistes des services culture. Au-delà de la qualité, c'est la quantité de grosses nécro-affaires qui nous a écrasés, raconte le chef du service culture de Libération. Et dans le jargon, préparer une nécro avant la mort d'un artiste, on appelle ça mettre au frigo, d'où ce titre, un Coco, il reste qui au frigo? Seulement, voilà, depuis quelques années, le frigo est vide et pour le coup, on espère qu'il ne se remplisse pas trop vite cette année. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Y aura-t-il du beurre à Pâques? Question posée par Sud-Ouest avec la baisse de la production de lait. La situation est tendue. Certains produits bio, notamment, sont déjà en rupture de stock. Le manque de neige aussi à la une. Dans les Pyrénées, raconte la Dépêche du Midi, la station espagnole de Baqueira a mis en place un pont routier et aérien pour transporter la neige. Dans le même temps, vraiment chacun sa façon de gérer le manque de neige. Eh bien, la Provence raconte que la station du Mont Ventoux a décidé de renoncer au canon à neige. 1,5 million d'euros d'économisés. Des activités 4 saisons seront développées. Dans Ouest France, la menace d'une condamnation pour l'hôpital de Flers après la mort en 2013 d'un patient atteint de cirrhose suite à l'opération pour une ablation de la vésicule. Hier, le rapporteur public a laissé entendre que l'opération, pourtant contre-indiquée, aurait pu avoir lieu pour maintenir le service de chirurgie. La décision de justice sera rendue dans 2 semaines. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'un détenu qui veut changer d'hôtel en quelque sorte. Toc toc toc, c'était mardi on toque à la porte de la prison de Béthune. Les surveillants qui ouvrent découvrent un jeune homme de 26 ans qui dit être en cavale et vouloir réintégrer leur établissement. Intégrer leur établissement précisément, puisque vérification faite, effectivement, le garçon n'est jamais revenu à la prison de Réau en Seine-et-Marne en août 2015 après une permission de sortie. Il explique avoir voulu tenir compagnie à sa mère qui était malade. Aujourd'hui, elle va mieux et après donc avoir passé les fêtes en famille, raconte La Voix du Nord, l'évadé a décidé de retourner en prison. C'est un évadé bien élevé quand même. Hein. Mais pourquoi Béthune plutôt que Réau, me direz-vous? Eh bien parce que notre détenu a regardé sur Internet. Il y a des formations qui l'intéressent à Béthune, maçonnerie, électricité. Le jeune homme qui enchaîne, il enchaîne les condamnations depuis 18 ans. Et aujourd'hui, depuis qu'il a l'âge de 18 ans, et aujourd'hui, il a décidé de se ranger, de préparer l'avenir. En attendant, il devra purger les 17 mois de prison qu'il a passé en cavale et 18 mois supplémentaires pour justement cette cavale. Mais il sera où alors? À Béthune. À Béthune. Voilà, au moins il est à la maison. À la une de la presse internationale, la terrible nuit de la Saint-Sylvestre à Bangalore dans le sud
sud de l'Inde, Sophie Larmoyer. La police enquête sur des agressions sexuelles de masse commises contre des femmes. Et c'est un scandale qui secoue tout le pays. Nuit d'horreur à Bangalore, c'est le titre de l'édito du quotidien The Hindu hier. De très nombreuses femmes, effectivement, ont été agressées après minuit, souvent en réunion. Et puis il y a une vidéo qui tourne dans les médias, prise par une caméra de surveillance d'une fille qui rentre chez elle et qui se fait harceler, brutaliser. Elle réussit finalement à s'échapper, mais au moins autant que les agressions, ce qui fait bondir les médias indiens, ce sont les réactions des politiques, des officiels. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas condamné vivement et promis de trouver les agresseurs, comme on dit à chaque fois, non ? Si seulement. Non, le ministre de l'Intérieur a plutôt mis en cause les tenues occidentales des jeunes, leurs robes, et donc oui, elles ont été donc c'est de harcelées. votre faute. Vous faites agresser, c'est de votre faute. Vous savez, ces choses-là arrivent, a dit le ministre de l'Intérieur. Une journaliste du quotidien DNA pour Daily News and Analysis titre son article « Ces choses-là ne devraient pas arriver, cher ministre ». Elle recense quelques-unes des énormités prononcées par des responsables politiques. La figure d'un parti régional bien connu là-bas qui lâche qu'on ne peut pas empêcher les fourmis d'aller sur du sucre. Et oui, et qui accuse lui aussi la culture de l'Ouest. Et cerise sur le gâteau, la ministre du droit des femmes et de l'enfance qui se défile avec ce commentaire « Ce n'est pas comme si je pouvais changer quelque chose. Démissionne. On comprend mieux pourquoi les Indiennes n'osent pas porter plainte. Il faut rappeler que les violences sexuelles sont un fléau en Inde aussi, et cela malgré le durcissement de la loi, c'était en 2013. Absolument, et c'est une réalité qui éclate à nouveau dans la presse ces derniers jours, avec des témoignages comme celui de cette étudiante native de Bangalore dans le Times of India. Elle s'appelle Vaishnavi. Pourquoi je ne peux pas marcher seule dans la rue ? Elle raconte ces centaines de fois où elle a été interpellée, attrapée par derrière. Elle raconte que sa pratique des arts martiaux ne suffit pas quand un problème survient et qu'elle ne voit plus qu'une solution pour réagir face à cette violence, l'engagement dans un féminisme radical. Voilà, puis à propos d'Inde, on apprend ce matin le décès de l'acteur indien Om Puri. Il avait 66 ans. C'est lui qui avait joué notamment dans Gandhi, la fresque incroyable de Richard Attenborough. Voilà, Gandhi, les Indiens en auraient bien besoin aujourd'hui, visiblement, quand on vous entend, Sophie Larmoyer. On va se réjouir avec vous, Eva Rock. On va se réjouir de regarder la télé dimanche à 16h05 sur TF1. En l'occurrence, La vie secrète des enfants. Oui, ils sont 12 enfants. Ils ont entre 5 et 6 ans. Alors, ils ne se connaissent pas. Et puis, pendant plusieurs jours, ils vont être filmés par des caméras fixes. Alors, sous le contrôle quand même de 3 professionnels de la petite enfance. Ça n'a rien à voir avec un love story pour mini-candidats. C'est bien un documentaire qui est destiné en fait à comprendre le comportement des piou-piou, notamment grâce à des petits tests comme celui du chamallow. Alors imaginez, c'est l'animatrice, elle arrive, elle donne un chamallow à chaque enfant et elle leur dit « Je vais m'absenter. Quand je reviens, si vous n'avez pas mangé votre bonbon, je vous en donne un deuxième. D'après vous, est-ce qu'ils vont résister à la tentation ?» Alors il y a ceux qui jouent la diversion. Mac qui parlait beaucoup. On s'amuse bien. Comme ça, on pense pas aux bonbons. Évidemment. Alors, il y a Yasmine qui, elle, craque au bout de 10 minutes. Elle a encore la bouche pleine. J'ai tout mangé. Il y a ceux qui mangent presque tout. J'ai mangé un petit bout, après un petit bout, un petit bout, un petit bout, après un petit bout. Mais je l'ai pas fini. Donc il a le droit au deuxième. Exactement, il a eu le droit au deuxième. Et puis, il y a la conclusion d'Aaron. Résister, ça veut dire pas manger. Pas manger, exactement. Alors, grâce à ce documentaire d'Andouane Balassari et à l'instar de ce test, vous allez comprendre ce qui se joue à cet âge, comment on trouve sa place au sein d'un groupe, la gestion des émotions. C'est absolument génial. Vous allez tout savoir et puis surtout, évidemment, sourire en découvrant leurs réflexions. Ça veut dire quoi tomber amoureux et comment on fait des bébés. Ça veut dire qu'on tombe amoureux et qu'on aime une fille. On coupe son ventre, on fait rentrer le bébé. Après, on remet le ventre. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Et c'est dimanche sur TF1 à 16h05. Qui a réalisé ce documentaire ? Antoine Baldassari. Voilà, c'est La vie secrète des enfants sur TF1. Dimanche à 16h05, ça je sens que ça va nous faire du bien, nous mettre la pêche pour la semaine.